quelques mots d'introduction pour dire que jusqu'à présent, toutes nos séances ont porté sur des questions relatives à l'économie, à l'écologie, à la politique économique, à la philosophie politique, et nous n'avons jamais abordé de questions qu'on appellerait aujourd'hui sociétales. Et donc, pas cette question des rapports hommes-femmes. Dans le premier manifeste, il n'en est absolument pas question. Dans le second, il y a quelques lignes assez prudentes dans lesquelles, tout le monde est d'accord là-dessus, on se borne à revendiquer assez simplement, modestement, prudemment, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Bon, une des raisons de cette prudence, c'est que si le convivialisme doit avoir une chance d'avoir une efficacité quelconque, dans sa lutte contre le néolibéralisme, contre le capitalisme rentier spéculatif, ça ne sera que s'il est audible à l'échelle mondiale, donc audible dans différentes cultures. Ces cultures, sur la question des rapports hommes-femmes, elles sont bien évidemment extraordinairement diverses. Ça va, bien sûr, des pays islamiques qui affirment très généralement le principe d'une supériorité masculine désirable, jusqu'aux pays d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord, qui ont réalisé, qui ont déjà énormément avancé dans l'émancipation des femmes, jusqu'à presque dénier même la différence entre les hommes et les femmes. Je vais accentuer un peu le contraste. Rien que revendiquer simplement l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ça peut paraître très simple, mais vous voyez bien qu'en Tunisie, le candidat qui risque de gagner les élections, professeur de droit constitutionnel, est opposé. Le pays arabe, le pays musulman le plus avancé dans la démocratie, est opposé à cette égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et à l'autre extrême, à l'autre extrémité, j'ai eu assez gros problème cet été pour faire traduire en anglais le second manifeste convivial. Alors j'ai découvert d'abord qu'il y avait autant d'anglais que de pays anglophones, qui se détestent faire les uns les autres là-dessus, qui se critiquent les uns les autres, et presque autant d'anglais que de locuteurs anglais qui prétendent avoir la bonne formulation en anglais. Ça m'a pris un temps absolument vertigineux. Mais surtout, quelque chose qui m'a encore plus troublé, c'est que rien que faire traduire la proposition modeste, la demande d'une égalité des droits entre les hommes et les femmes, n'a valu un tir de barrage à la fois d'une Canadienne, professeur de droit canadienne, d'un ami allemand, Europe du Nord, Amérique du Nord, disant mais on ne peut pas parler comme ça. Hommes et femmes, ça n'existe plus. Il n'y a que des individus. Parler d'hommes et de femmes, c'est totalement réactionnaire, rétrograde, c'est insupportable. Personnellement, je pense qu'il subsiste quelques différences, d'ailleurs tant mieux à cet égard, mais ça veut dire que tout ça, on devrait le manier quand même très très prudemment. Donc le sujet est quand même assez explosif au bout du compte. On a bien fait juste se tenir à l'écart jusqu'à présent, mais il va bien falloir rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on entre dans le vif du sujet? Deux, trois formulations, deux, trois hypothèses personnelles inspirées par ce que j'appelle le paradigme du monde. On voit bien que ce qui différencie les diverses cultures, c'est justement la façon très, très variable dont elles traitent les rapports entre les hommes et les femmes. En deçà de ça, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui définit une culture, au sens ethnologique du terme, anthropologique du terme, pas la culture lettrée, etc. Il me semble que la meilleure réponse est la suivante. Une culture se définit par la façon dont elle explicite qui a le devoir de donner quoi à qui doit recevoir quoi de qui et comment, à quelle occasion, qui a le droit de prendre quoi à qui, etc. Voilà. Les différentes cultures s'opposent les unes aux autres par la diversité de ces réponses à ces questions-là. Et bien sûr, donner quoi à qui, prendre quoi à qui, recevoir quoi de qui, c'est d'abord entre les hommes et les femmes, très très fondamentalement. Très traditionnellement, parce qu'il y a très peu de temps, la grande division, les deux grandes divisions entre les deux genres ou les deux sexes, comme on le droit, c'était la suivante. Les femmes étaient réputées de fait donner la vie, et les hommes étaient supposés donner la mort ou la recevoir. Et lié à cette première grande division, il y avait bien sûr la division entre la domination sociale et politique exercée par les hommes à l'extérieur de la maisonnée et éventuellement plus ou moins contrebalancée par une domination féminine à l'intérieur de la maisonnée. Évidemment, toutes les variantes possibles inimaginables. Donc, il se trouve que ces deux grandes divisions deviennent très largement obsolètes dans les sociétés occidentales avancées. Et du coup, on ne sait plus très bien comment penser cette relation entre les hommes et les femmes. Et pourtant, il faut bien y apporter au moins un début de réponse à cette communauté de cette soirée. Voilà ce que je voulais dire en